Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde, bienvenue, nous sommes sur Radio Lac en direct comme chaque jeudi sur One TV, ça c'est quand vous le souhaitez. Vous allez sur onetv.ch pour pouvoir parler économie. Une économie qui va s'intéresser cette semaine à la responsabilité sociétale des entreprises, le RSE. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que l'impact branding? Eh bien on va le savoir tout d'abord demain, puisqu'il y a les rencontres du management durable qui ont lieu directement à la CCIG, mais des experts seront avec nous un peu plus tard dans cette émission. Autour de la table également, Dominique Pellaton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur technique et innovation chez Idéal Chimique et vous participez à ce que propose la fabrique circulaire, c'est-à-dire même pour une entreprise fondée en 73, on peut encore améliorer les choses. Mais il y a toujours des choses à améliorer. C'est vraiment, on a un besoin actuellement d'améliorer les choses. Et ça fait vraiment du bien de pouvoir réfléchir sur tous nos processus, de A à Z, pour, voilà, en fonction de différentes urgences actuellement climatiques, de l'urgence d'énergie. On est des industries, on doit vraiment réfléchir différemment. Et donc c'est pour ça que ce genre de programme est intéressant. Et on verra ce que ça donne concrètement avec vous dans quelques minutes. J'aimerais saluer également Nathalie Hardine. Bonjour. Bonjour Benjamin. Directrice du département politique de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. On a appris, et j'imagine que ça vous réjouit en début de semaine, que ça y est, la Genève internationale, via notamment les congrès, était de retour et qu'a priori ce retour était quelque chose de pérenne. Alors c'est très réjouissant effectivement, c'est aussi évidemment très important pour Genève, dont le tourisme pourrait encore se renforcer par rapport à d'autres villes comme Zurich pour ne pas la citer. Et effectivement après cette sombre période de Covid, de voir que des congrès sont là, des congrès reviennent et que ça va être pérenne, à part le salon de l'auto 2023 qui ne viendra pas hélas, eh bien c'est vraiment très positif pour notre canton et notre économie. Et déjà en ce moment, un quasi-salon né durant le Covid autour des montres sur les bords de notre lac de Genève. Voilà donc est notre premier invité pour cette émission. Le voici, bienvenue. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Bonjour Michel Mater. Et bonjour. Faut-il supprimer l'impôt anticipé? C'est la question qu'on va se poser avec vous, vous qui êtes conseiller national Les Verts libéraux. Je rappelle que l'on vote là-dessus, ça sera le 25 septembre. Rappelons déjà les bases, l'impôt anticipé. Qu'est-ce que c'est, Michel Mater? L'impôt anticipé, c'est un impôt, comme il y a le mot, et puis un impôt anticipé, c'est-à-dire à la source. Par exemple, je joue à la loterie, je gagne au miracle 100 000 francs, eh bien, en cash, j'aurai 65 000 francs. 35 000 francs va directement être imposé, c'est-à-dire pris sur la somme. Et puis, si je veux récupérer cet argent sur mes revenus, eh bien, c'est sur l'impôt. Voilà, je les déclare, et puis je dis, voilà, j'ai gagné tant, et on va en fait me allouer les 35 000 francs qui sont jusqu'aux 100 000 francs. Donc, c'est une histoire relativement simple. Beaucoup de gens ont dit que c'était technique, trop compliqué et tout. Eh bien non, on a des entreprises qui, pour grandir, pour avoir des infrastructures, faire la transition écologique, on a les thèmes du point de vue énergie, il faut de l'argent. Donc, on va emprunter, les entreprises empruntent de l'argent. En Suisse, c'est quand même 800 milliards d'emprunts par les entreprises. Donc, c'est pas une chose anodine. Et puis, la Suisse impose à la base 35%, alors que d'autres ne le font pas. Donc, c'est archaïque, défavorable. Et je préfère que les jobs soient à Genève et que notre place financière qui travaille bien puisse travailler. Vous avez déjà répondu donc à ma deuxième question, à savoir pourquoi potentiellement le supprimer? Parce que les autres autour le font, ne facturent pas cet impôt, je vais le dire comme ça. C'est une raison suffisante pour supprimer un impôt? Alors, on va beaucoup entendre le mot Luxembourg. Je préfère que les jobs, encore une fois, soient à Genève, parce que le Luxembourg, c'est 0 francs de prélèvement à la base. Donc, ça veut dire que si une société étrangère veut investir, elle va plutôt se tourner vers le Luxembourg que vers la Suisse, alors que nous avons des produits. Et puis, si on veut faire du durable, eh bien, on va aller vers les obligations vertes, c'est-à-dire vers ces obligations qui permettent la transition énergétique et donc écologique, et donc être désavantagé en Suisse, non. Mais c'est forcément antinomique parce que c'est à chaque fois le même presque épouvantail finalement qui est sorti. Moi, je suis évidemment pas là pour dire quoi voter, je suis là pour être votre contrepoids, Michel Mater. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on nous dit alors, il faut enlever des impôts parce que sinon, les entreprises vont partir. Non, la question, c'est plutôt de faire revenir de l'argent en Suisse, c'est-à-dire qu'on a un savoir-faire, il faut profiter de ce savoir-faire. Et puis, c'est vraiment pour que des investissements étrangers viennent en Suisse et aussi pour des investissements suisses. Puis, je rappelle, on a dit, oulala, c'est pour les riches,
riches, c'est pour les grandes sociétés. Mais si je prends les TPG à Genève, par exemple, eh ben, ils ont des obligations récemment à 260 millions. Donc, ça veut dire que nos propres entreprises cherchent à emprunter de l'argent. Et puis, quand les gens ou bien des sociétés prêtent de l'argent, elles veulent un intérêt. Et c'est là-dessus, en fait, que le jeu se joue, si j'ose dire. Donc, que ça revienne en Suisse et puis que ce soit favorable à la Suisse, je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse espérer. Nathalie Erdine, lors de ma précédente question, m'avait fait non avec le doigt. Non, ce que je voulais peut-être préciser, c'est que quand une entreprise justement veut investir, une entreprise suisse par exemple, elle a besoin de beaucoup d'argent, comme le disait Monsieur Mater, pour investir dans des infrastructures ou pour une nouvelle ligne de produits, etc. Eh bien, si elle investit, si elle émet ses obligations en Suisse, l'investisseur, celui qui achète cette obligation, il va payer cet impôt. C'est pour ça que souvent les entreprises, même majoritairement, elles émettent leurs emprunts à l'étranger, parce qu'à l'étranger, il n'y a pas cet impôt. Donc, forcément, si nous, en Suisse, nous supprimons cet impôt anticipé, eh bien, pour les investisseurs, c'est sur les obligations uniquement, eh bien, les entreprises, au lieu d'aller émettre leurs emprunts à l'étranger, elles reviendront les mettre en Suisse. Effectivement, ça fera plus de recettes, plus d'emplois, plus de recettes fiscales aussi pour la Suisse au bout du compte. Est-ce qu'il n'y a pas également une question de calcul ? J'ai trouvé dans le journal Le Courrier, Pierre-Yves Maillard, conseiller national socialiste, disant, alors je reprends exactement, dans les premières années, la diminution des recettes se situe entre 215 et 275 millions de francs. À partir de là, les deux camps n'utilisent pas la même calculette. Les opposants craignent des pertes allant jusqu'à 800 millions, là où les partisans espèrent des recettes annuelles pour près de 500 millions. Alors je ne vais pas vous demander ici qui a raison, qui a tort, mais est-ce que finalement, il ne faudrait pas d'abord un peu refaire les calculs qui sont un peu plus précis et ensuite on vote là-dessus? Alors certains parlent de 150 millions, d'autres 200, 250. Le chiffre, c'est pas le plus important. Ce qui est important surtout, c'est que c'est dès le 1er janvier 2023, si bien sûr c'est accepté le 25 septembre, ce sont uniquement les nouvelles obligations. Celles qui sont en cours, bien sûr, cet intérêt reste et il n'y a aucun changement. La deuxième chose, c'est aussi l'administration. Vouloir plus d'administration, vouloir quelque chose qui est chronophage, les entreprises à l'étranger ne le veulent pas. Donc effectivement, elles se tournent vers d'autres cieux, si j'ose dire. Non, il faut ramener. Et puis, je m'étonne que on discute aucunement de l'emploi parce que, in fine, c'est de l'emploi. Donc, ce sont aussi des recettes. Donc, c'est gagnant-gagnant. Je crois qu'on a un impôt qui est archaïque, qui n'est plus au goût du jour, qui n'a plus rien à voir avec ce que font nos voisins. Je crois que le 25 septembre, il faut juste voter oui pour qu'on mette un terme à cet impôt. Et puis, si on le fait, on va créer des emplois, on va ramener de l'argent en Suisse, c'est pas mal. Ça a l'air simple quand vous le dites comme ça. Je suis sûr que c'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Vous restez avec nous sur Radio Lac, sur OneTV également. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Faut-il supprimer l'impôt anticipé? C'est la question à laquelle nous, toutes et tous, nous allons devoir répondre le 25 septembre. Nous continuons d'en parler notamment avec le conseiller national des Verts libéraux, Michel Mater. Donc, on le sait, l'impôt anticipé, je gagne à la loterie, on me retient 35%, après je déclare mes impôts et je touche finalement le différentiel presque. Ça veut donc dire que s'il n'y a plus cet impôt au 1er janvier 2023, là, si je gagne 100 000 francs, je garde 100 000 francs? Alors, en tout cas, c'est dans les perspectives qui sont faites. Normalement, alors je ne sais pas exactement pour les gains de loterie, mais en tout cas pour les entreprises, il n'y aura plus. La taxe, c'est 0. Donc à ce moment-là, effectivement, il y a la somme en plein. C'est quelque chose qui est fondamental dans le sens où c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une Suisse prospère, une Suisse qui puisse générer de l'argent, qui puisse créer des emplois. Elle ne le fait pas ça aujourd'hui ? Eh bien, on veut faire plus. Lorsque je vois que Uli Maurer, avec qui je siège, si j'ose dire, à Berne, lorsque je suis à la Commission des Finances, c'est plutôt un économiste, on va dire, économe. Lorsqu'il vient sur le devant de la scène, l'autre soir, il a fait Arena, où il a vraiment défendu le oui. Eh bien, lorsque Uli Maurer vient défendre le oui, c'est qu'effectivement, il y a des recettes qui vont venir et qui devraient couvrir les pertes à quelque part ou le manque à gagner dès le 1er janvier. Donc, c'est simplement une question d'équilibre et c'est de croire au marché. Et nous croyons
au marché, nous croyons surtout au savoir-faire de la place financière genevoise. Donc un oui pour Genève et un oui à la suppression de cet impôt. Et quand les opposants disent c'est un cadeau aux riches, est-ce que c'est une formule qui est un peu trop cliché selon vous? Là encore, je vois Nathalie Ardin qui fait une image, je vous donne la parole. Alors je ne sais pas si les TPG ou l'État de Genève sont à l'intérieur des riches, mais je rappellerai simplement que l'État de Genève, le canton de Genève, c'est 9,3 milliards en obligations de dettes obligataires. Donc ça veut dire que je ne sais pas si ces gens-là mettent l'État de Genève du côté des riches ou les TPG du côté des riches. Il y a des entreprises. Moi, je crois dans le monde de l'entreprise. Il faut que ces entreprises puissent travailler, puis surtout qu'on puisse avoir une égalité de traitement par rapport aux pays qui nous entourent. Encore une fois, je ne vois pas pourquoi l'argent irait au duché du Luxembourg plutôt qu'à Genève ou à Zurich. Donc, je préfère Genève et Zurich au Luxembourg. Mais on a dit la même chose lorsqu'il y a eu la question de la transparence bancaire, etc. On a dit il faut qu'on s'aligne sur les autres, etc. Et finalement, il y a des paradis fiscaux qui aujourd'hui sont ailleurs. Oui, mais à force de s'aligner, on perd ce qui fait notre identité. Non, mais je crois qu'il faut aller de l'avant. Je crois qu'il y a un monde qui change. Et puis, si je veux la transition écologique, si je veux des infrastructures qui marchent, il faut emprunter. En empruntant, on fait des obligations. Et ces obligations, je préfère encore une fois qu'elles soient faites en Suisse plutôt qu'elles soient faites à l'étranger et que les gens investissent plutôt sur Genève ou Zurich plutôt que de le faire ailleurs. Nathalie Ardin. Oui, alors encore une fois, c'est une réforme qui concerne uniquement les obligations. Hein. Donc, vous parliez tout à l'heure des riches, ça va enrichir encore les riches. En fait, ça va profiter pour les entreprises qui émettent des obligations, ça leur coûtera du coup un petit peu moins cher. Et puisque les investisseurs, c'est-à-dire ceux qui vont acheter ces obligations, ils ne devront plus payer cet impôt de 35%. Donc, c'est pas du tout un cadeau aux riches, en fait. C'est simplement s'aligner sur ce qui se fait aussi à l'étranger. Vous avez la plupart des pays n'ont même pas d'impôt anticipé. Moi, si j'ai un magasin dans une rue avec d'autres magasins et que pour rentrer dans mon magasin, le client, il y a un vigile devant la porte qui lui dit « Bon, alors si vous achetez quelque chose, là, je vous prends... si vous achetez 10 pommes, je vous en prends 3. Et puis, je vous les rendrai peut-être, mais ce sera un peu compliqué. Vous devrez remplir un formulaire en 10 exemplaires. Eh bien, les magasins qui vendent des pommes à côté de chez moi, c'est là que les clients vont aller. Ils ne vont pas venir chez moi parce que ce sera trop compliqué de venir chez moi. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe avec la réforme de l'impôt anticipé. C'est qu'on va rendre la place suisse plus intéressante par rapport à ses concurrents. Alors, pas de cadeau aux riches, mais peut-être un cadeau aux entreprises? Non, je ne crois pas que c'est aux entreprises, mais je crois que si on veut avancer, il faut avancer, sinon on recule. On a un monde qui est en plein mouvement, et ce monde en plein mouvement, on doit avoir les réponses du jour, et les réponses du jour, c'est dire stop à cet impôt. Encore une fois, qui est complètement archaïque. Et pour l'État, ça va changer quoi? Parce qu'on en disait un mot tout à l'heure, mais quand même, c'est pour l'État, alors ça peut rapporter de l'argent. Certains ont fait des calculs parce que si les prêts par rapport au taux sont de 0,15%, ça rapporte 14 millions, etc. Donc oui, alors on va pas aller directement dire des chiffres de ça va rapporter tant, parce que vous l'avez dit vous-même. Alors les chiffres selon les uns et les autres, les calculs sont aucunement les mêmes, mais les calculs aussi, si on avait fait un débat sur l'AVS, c'est aucunement les mêmes aussi. Donc, ça veut dire que, on se retrouve. Mais effectivement, il y a un avantage pour nos entreprises, notre place financière et puis nos emplois. Donc, ça fait déjà beaucoup de raisons pour voter oui le 25 septembre. Et si cet objet ne passe pas la rampe, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit à une autre alternative, comme c'était le cas avec RIE3 puis RFFA. On fait comme ça? Non, mais je crois qu'il y aura d'autres alternatives. Mais je crois dans la capacité des gens à comprendre, non pas une chose technique, mais une chose très très simple, c'est dire simplement, on veut un pied d'égalité, et puis on a un savoir-faire, et puis allons vers ce savoir-faire et vers cette égalité. L'avis de Michel Matter. Est-ce que vous voulez le mot de la fin, Nathalie Ardin, ou est-ce que tout a été dit? Mais Michel Matter a été extrêmement complet. Ce serait quand même dommage que la Suisse, en fait, ne tire pas parti d'une option que tous les autres pays quasiment sur la planète utilisent. Donc, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de cadeau fiscal, il n'y a pas d'encouragement à la fraude fiscale. C'est juste s'aligner sur ce que font les pays voisins. Donc, vous et moi, ça ne va pas nous changer la vie, mais ce sera bénéfique pour l'ensemble de l'économie. On verra si on gagne 100 000 francs en tout cas. Michel Matter, je rappelle que vous êtes conseiller national Les Verts libéraux. On a bien compris l'aspect libéral effectivement dans cette interview, et je vous libère parce que vous avez un train à prendre, ça c'est le côté vert, comme quoi vous incarnez extrêmement bien votre
reparti. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Et puis, si vous parlez de durabilité, ce sera excellent. Merci bien. Écoutez, avec plaisir. Et vous le savez, vous, votez, c'est le plus important. Comprenez les enjeux et votez le 25 septembre. Merci. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Comment se renouveler quand on existe depuis 1973 ? Bonjour Dominique Pellaton. Bonjour. Directeur technique innovation chez Idéal Chimique. Parlez-nous d'Idéal Chimique. Idéal Chimique, on est des spécialistes de la formulation, de la conception de produits chimiques. Souvent, c'est des solutions liquides. Et donc, c'est-à-dire qu'on a des chimistes qui vont développer une formule qui va être après mise sur le marché, en fonction de pas mal de marchés différents. On adresse vraiment tous les professionnels en différents départements. Il y a toute la partie de l'hygiène, des infections, toute la partie de la mécanique, toute la construction et toutes les industries, bien sûr, qui sont autour de nous et qui gravitent. Je vois que vous avez l'écolabel, donc évidemment label écologique. C'est pas un gros mot, ça, chimique, aujourd'hui ? Chimique, le monde dans lequel on vit ? Chimique, c'est mal compris. On est de la chimie. Quand on boit un verre de vin, c'est la chimie qui réagit. C'est vraiment, il y a une mauvaise compréhension. Et la chimie, il y a des chimies qu'on veut, nous on a de la chimie, et il y a la chimie qu'on ne veut plus du tout. Donc c'est pour ça que l'écolabel est un critère qui fait, on va dire, avec des critères de protection de l'environnement et de l'utilisateur, pour justement enlever tout ce qu'on ne veut pas dans la chimie. Donc, l'idée, c'est de faire de la bonne chimie, on va donc le dire comme ça. Donc, pour aller de l'avant avec le développement durable, qui n'est pas seulement un mot, c'est un véritable enjeu pour une entreprise comme la vôtre aussi. Oui, c'est vraiment un enjeu. On doit être la durabilité, on doit penser le futur, on doit évoluer nos principes. Vous avez dit, ça fait 73, 50 ans, on doit révolutionner un petit peu nos manières de fabriquer. On doit voir quelles sont les matières qu'on utilise, quelles sont les énergies, et puis dans quel type d'emballage. La chimie est souvent liée aux emballages. Comment est-ce qu'on peut révolutionner et remplacer ça ? Et surtout, on a des déchets qui sont générés. Et ces déchets, de nos jours, ils ne doivent plus être des déchets. Ils doivent être des sources de matière pour d'autres industries. Oui, c'est cette fameuse phrase, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà, comme ça, on peut s'en resservir. Un peu de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Raison pour laquelle vous avez intégré la fabrique circulaire. Vous faites partie de cette première volée, finalement. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous êtes allé y chercher ? La fabrique circulaire, c'est vraiment un regroupement d'industries genevoises. Ça veut dire que l'économie circulaire est connue, mais la fabrique circulaire, de faire des entreprises locales qui ont un certain âge, certaines habitudes, ça n'existait pas. Et le but, c'est d'avoir une confrontation avec d'autres entreprises, c'est-à-dire d'autres domaines. Il y a des gens qui fabriquent des pièces pour la micromécanique, il y a des gens qui font des appareils électriques. De vraiment confronter, on a le même but, le même envie, mais en fait, qu'est-ce qui nous relie ? Quelles sont les contraintes qu'on a ? Quels sont les objectifs qu'on a ? Les potentiels qu'on a ? Et c'est vraiment intéressant avec des consultants de pouvoir faire un diagnostic et d'échanger. Et donc vous, l'idée, parce qu'on y va avec une volonté très précise, ou c'est quelque chose d'extrêmement large, vous, l'idée, c'était de changer certains process ou c'était de voir ce qui était faisable ? Je dirais il y a les deux, de voir tout ce qui est faisable, qu'est-ce que c'est que cette économie circulaire, et puis finalement, on remarque qu'il y a plein de potentiel, et ça nous permet de réfléchir sur notre processus. On fait vraiment des diagnostics à 360, ça veut dire qu'on regarde tous les éléments, pas juste la production, ou la livraison, ou le marketing, c'est vraiment de faire global, et de pouvoir échanger. Et vous avez découvert quoi ? Parce que c'est difficile d'accepter qu'on découvre des nouvelles choses quand on existe depuis 50 ans. On ne découvre pas, on apprend toujours, on va dire. Et dans l'innovation, c'est d'apprendre à faire des nouvelles choses, même des fois de refaire ce qui se fait dans le passé, et de pouvoir évoluer de cette manière-là. Donc on a différents projets qu'on a évolués, qu'on a imaginés, et on a retenu 2 types de projets. Il y a un type de projet, c'est comment on peut réutiliser des produits que nous vendons à des clients, mais qui reviennent plus ou moins propres, et comment est-ce qu'on peut les réintégrer dans nos produits. Donc ça sera fait dans le futur, on va dire, dans plus ou moins 5 ans, parce qu'il faut de l'investissement, il faut du temps. Et puis l'autre projet, c'était vraiment de pouvoir faire un bilan, une analyse de cycle de vie de nos produits. Ça veut dire quel est le bilan carbone des produits, et puis comment est-ce qu'on peut le modifier et le diminuer surtout. Nathalie Herdine, on voit l'importance de ne jamais se reposer sur ses lauriers finalement, et de toujours apprendre. J'aime beaucoup ce terme qu'employait Dominique Pellaton. Oui, effectivement. Tout à l'heure, Michel Matter disait qu'il n'avance pas recul. Dans le monde, dans l'entreprise, c'est la même chose. Et c'est très intéressant de voir que des entreprises sont aussi poussées par la recherche d'amélioration. Moi, je me demandais si M. Pellaton et l'entreprise Idéal Chimique avaient une idée de ce que va leur rapporter cette démarche, ou bien, donc en franc-sonnant et trébuchant, ou bien si le bénéfice, il est ailleurs. Le bénéfice,
On ne peut pas le chiffrer directement parce qu'il y a toute une phase de compréhension, on va analyser et on va surtout faire des pistes d'amélioration pour le futur. Ça nous fait un peu un canevas de nos projets de développement. Et là-dessus, on va pouvoir discuter avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec des intervenants divers, comment est-ce qu'on peut améliorer et comment est-ce qu'on peut faire. On va continuer cette conversation juste après Amir sur Radio Lac. À tout de suite et sur OneTV.ch. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Comment se réinventer quand on a plus de 50 ans? On continue de le voir avec Idéal Chimique et surtout avec son directeur technique et innovation, Dominique Pellaton, vous qui participez donc à la fabrique circulaire, parce que, et vous l'avez dit, l'économie circulaire, ça existe. Donc, qu'est-ce que ça peut apporter à Idéal Chimique? Des nouveaux business pour vous, ça peut vous ouvrir cette porte-là? Ou c'est uniquement, et c'est déjà pas mal, savoir mieux travailler à l'interne? Non, ça nous apporte des nouvelles opportunités? Opportunités, ouais. Ça veut dire que quand on définit des nouveaux critères, en fait, on voit qu'il y a des gens sur le marché qui sont friands de ces nouveaux critères et ça nous permet de développer. On est en train de développer une nouvelle gamme biosourcée qui va sortir. Donc, c'est-à-dire que c'est des produits à base 95% de minéral végétal. Voilà, c'est quelque chose qu'on va amener l'année prochaine sur le marché. Donc, ça nous permet de réfléchir à acheminement de matières premières, comment les faire développer, puis comment améliorer le processus. Parce qu'aujourd'hui, on en parlait hors antenne, il y a un côté répulsif. Dès qu'on voit un pictogramme en disant « il y a ça de chimique », et c'est normal, tout est chimie, mais il y a un effet répulsif pour le consommateur. Oui, c'est répulsif, mais il y a de plus en plus de protection des utilisateurs, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'on essaie de modifier les formules, les simplifier au maximum en fonction de la fonction. Et comment on fait pour prouver ça? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font du greenwashing, peut-être en arrêtant de mettre des pictogrammes ou en utilisant des termes un peu différents, etc., sans changer les formules. Vous allez vraiment au cœur de ce qui, je ne veux pas dire pose problème, mais vous allez au cœur de comment faire mieux. Donc comment on fait pour le communiquer, ça? On essaie de le communiquer par des formules justement qui seraient différentes, d'être ouvert sur nos formules et de pouvoir communiquer. On ne veut pas forcément cacher les pictogrammes, mais vraiment plutôt, on va dire, avoir un discours sur qu'est-ce qu'il y a dans ces produits, qu'est-ce qui sont bons, pourquoi on ne veut pas de choses qui ne sont pas bonnes, et de pouvoir améliorer ces produits. C'est pertinent pour toutes les PME, ce cursus finalement que vous faites avec la fabrique circulaire? C'est une pertinence pour toutes les entreprises. On doit vraiment changer nos manières de faire. Toute entreprise, on a vraiment des gens très différents. Il y a tous certains qui ont des envies de modifier, envie d'évoluer, de faire changer les habitudes. Et c'est très important. On va changer les habitudes des clients, on va changer les habitudes des fournisseurs. Et on a maintenant des relations et des discussions avec des fournisseurs très importantes. On voit qu'on est un peu tous dans le même bateau. On a vraiment des urgences climatiques qui sont là. Et il faut vraiment avancer. Ça fait combien de temps que vous avez pris chez Idéal Chimique conscience finalement de ces changements extrêmement importants? L'écolabel, ça... Plusieurs gammes, oui, pardon, j'allais dans ce sens-là. Vous avez plusieurs gammes qui vont dans ce sens. Effectivement, on a différentes gammes qui vont dans ce sens. On a l'écolabel qui a fait une dizaine d'années, qui est mis sur le marché. Donc, c'est déjà plus de 50% de notre production. Ça représente quand même 1 million de litres par année de production écolabel. Et puis, on va encore continuer d'autres gammes, dont cette biosourcée qui va sortir. Oui, et je vous embêtais avec ça hors antenne, parce que vous avez une gamme écrite free égale sans danger. Donc, je vous demandais si les autres gammes étaient avec danger. A priori, pas. Il y a des dangers un peu, surtout l'eau est aussi dangereuse. Donc, voilà. Attention. Faut pas en boire trop d'un coup, d'accord. La suite, pour vous, c'est quoi par rapport à ce que vous lancez avec la fabrique circulaire? Vous l'avez dit, cette vision à 5 ans? Cette vision à 5 ans, c'est-à-dire qu'on va déménager en 2025. Donc, on est en train de réfléchir à la nouvelle usine, on va dire. Comment est-ce qu'on peut réfléchir sur les matières premières qu'on va utiliser, celles qu'on ne va plus utiliser, quelles sont les énergies, comment est-ce qu'on va produire ça, et puis après, comment est-ce qu'on va générer nos déchets, ou le moins possible, ou que les déchets générés soient une ressource pour d'autres personnes. Nathalie Erdine, sur l'aspect peut-être politique, mais ça prouve que Genève peut également être moteur sur ces questions-là. On le voit bien avec énormément de PME, avec ce que fait la fabrique circulaire et ce que fait Idéal Chimique. Oui, tout à fait. Et la fabrique circulaire, c'est un projet qui émane du secteur privé. C'est un projet totalement privé qui bénéficie d'un réseau d'ambassadeurs dont la Chambre fait partie à travers moi. Et puis, il y a aussi des représentants de l'État. Et effectivement, à Genève, il y a toujours, il y a toujours des progrès à faire, mais les entreprises, forcément, sont composées d'humains qui vivent aussi la transformation qu'on constate tous les uns et les autres. Et puis, elles ont la volonté, le souhait, le désir d'implémenter cette volonté dans leur propre entreprise. Donc, à Genève, on y va. Et
Et donc de voir que des entreprises qui fabriquent des produits chimiques peuvent rentrer aussi dans un programme d'économie circulaire, je pense que ça, c'est extrêmement bénéfique justement de le dire et de le faire savoir, parce qu'on a tendance à penser que l'économie circulaire, c'est je répare des vélos et des machines à coudre, mais c'est pas que ça, c'est vraiment de l'industrie. Quelque chose à ajouter? Oui, c'est vraiment... Toute industrie peut être intéressée. Et on a vu des gens de vraiment de divers milieux. Et il y a vraiment une pertinence dans ce programme. C'est vraiment de sortir de cette manière linéaire. On prend, on produit, on jette. Et on réfléchit vraiment sur tout notre processus. Donc ça veut dire que toute entreprise, productrice ou pas, peut réfléchir là-dessus. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, il faut avoir les idées ouvertes. Il ne faut pas avoir d'a priori. Et puis il faut vraiment... une volonté d'aller de l'avant et on trouve des solutions magiques. Et c'est ce qu'a fait Ideal Chimique, dont vous êtes le directeur technique et innovation, Dominique Pellaton. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Mais merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. On va maintenant s'intéresser à votre entreprise et puis surtout bien la présenter avec Marie-Gabrielle Cajoli. Bonjour. Bonjour Benjamin Smancha. Vous avez créé Corporate Engagement avec le E de engagement qui est également le E de corporate. Comme ça, on vous retrouve encore plus facilement pour celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Bonjour Paul McIntosh. Bonjour. Vous êtes Senior Consultant chez Capital Communication. Oui. Alors, on va parler finalement d'un grand thème découpé en deux, le RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et l'impact branding. Tout d'abord, quelles sont les définitions de ces termes-là? Peut-être la responsabilité sociétale des entreprises. De quoi parle-t-on? Alors, ce dont on parle, c'est d'une nouvelle approche de l'économie qui prend en compte le fait que la performance n'est pas seulement une question économique, mais c'est une question également sociale et environnementale. Alors, il y a ce petit social et sociétal qui pose parfois quelques questions. Le social, c'est plutôt sur les questions des relations humaines dans la société, tandis que le sociétal, c'est davantage des questions relatives à la société elle-même. Si je prends un exemple... L'évolution du droit des femmes, par exemple, c'est une question sociétale, mais qui a des implications sociales. Représentation des femmes dans le monde du travail, égalité salariale, etc. Et puis, il y a une petite chose, c'est qu'on parle de RSE, mais finalement, on devrait parler de RSO, responsabilité sociale ou sociétale des organisations, parce que cet engagement à prendre une responsabilité sur le bien que l'on fait au niveau social ou environnemental est aussi la question du secteur non seulement lucratif, mais également non lucratif, public, parapublic, organisations non gouvernementales. Mais cette responsabilité, c'est aux entreprises de la prendre. C'est aux organisations. Ou aux organisations, pour le terme. Voilà, aux organisations, absolument. C'est le principe de dire que la performance de l'organisation n'est pas uniquement économique, produire de l'argent ou des revenus, etc., mais d'avoir un impact positif sur la préservation de l'environnement, la protection de l'environnement et sur le bien-être des êtres humains. C'est le fameux 3P de Michel Porter et Mark Kramer de la Harvard Business Review qui date. C'est le profit, mais aussi le people et le planet. Et que les trois doivent aller ensemble. Et ça rejoint un petit peu finalement ce que nous disait aussi Dominique Pellaton tout à l'heure d'Ideal Chimique. C'est la raison pour laquelle il participe à cette fabrique circulaire. J'aimerais qu'on vous entende, Paul McIntosh, sur une autre définition, si toutefois elle est vraiment différente, l'impact branding. On comprend bien ces deux termes. Mais enfin, c'est presque la même chose parce que le contexte, c'est évident. Les progrès économiques, c'est pas la seule chose et c'est très important d'être responsable à la société et l'écologie, etc. Et en fait, l'impact branding, c'est le concept d'intégrer les choses, les considérations écologiques et sociales dans la valeur de la marque d'une entreprise ou d'une organisation. C'est parce que les valeurs d'une marque, c'est une chose presque magique. C'est sans une valeur exactement, mais très, très important. Et ça semble les situations à propos les choses écologiques ou sociales dans une entreprise. Je suis désolé de reposer une question que j'ai déjà posée un peu plus tôt, mais comment on fait pour être sûr que ce sont des valeurs et pas du greenwashing, du people washing? Oui, c'est exactement le problème. Comment fait-on? Comment il faut les démontrer. Il faut parce que
par exemple, M. Peloton a démontré parfaitement. Il faut choisir les exemples de certaines choses qui apprend l'entreprise et les vérifier. Si possible, presque avec une externe organisation internationale, par exemple, mais surtout avec les critères externes pour démontrer qu'on a amélioré les situations. C'est finalement, Marie-Gabrielle Cajoli, la vieille question du savoir-faire et du faire-savoir? Absolument, et du faire avant surtout le faire savoir. Je crois que la meilleure approche pour éviter de tomber dans le greenwashing, ou le bluewashing d'ailleurs, sur la même chose sur la question sociale, c'est la mesure. Oui. C'est la notion d'être dans le tangible, de sortir du narratif et d'être dans le comptable. C'est ce qui rend extrêmement précieux les directives internationales, les principes directeurs d'organismes comme l'OCDE, l'ONU et les normes qui se développent à l'heure actuelle et qui permettent à tout à chacun, toute organisation présentant sa démarche RSE, de le faire dans un cadre donné et non pas de présenter ce qui est souhaité dans les limites de ce qui est souhaité, mais ce qui est attendu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de Moi, j'ai le sentiment que c'est très suisse, en tout cas, peut-être une entreprise ou une organisation, pas la plus grande qui existe, mais qui, je ne sais pas, a un tableau pour être sûr que l'égalité salariale soit respectée, on récompense les compétences, etc. Est-ce que ça, vous avez le sentiment que les entreprises ou organisations veulent le mettre en avant? J'ai l'impression qu'on est presque timide en Suisse et qu'on dit, bon, nous on fait ça, mais on ne va pas non plus trop en faire la pub. J'ai l'impression que l'on veut. Aujourd'hui, ces engagements-là, cet engagement RSE de manière générale, c'est plus une question du pourquoi, je crois, dans les discussions des organisations privées ou non privées. C'est une question du comment. Et c'est là où il faut aider et pousser. Et le cadre qui peut être proposé de différentes façons possibles n'est pas dans l'idée de la contrainte, mais de l'encouragement de faire école, de produire des modèles et de montrer tout l'intérêt que l'entreprise ou l'organisation peut avoir à faire cette démarche-là et à faire l'effort qui va avec, naturellement, mais également en récolter les fruits. Vous aussi faites encore un effort et restez avec nous jusqu'à 15h sur Radio Lac et sur OneTV. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Nous nous intéressons à l'impact branding et à la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, toujours en compagnie de la fondatrice et directrice de Corporate Engagement, Marie-Gabrielle Cajoli, et le Senior Consultant de Capital Communications, Paul McIntosh. Oui. Je le dis avec mon plus bel accent. On a maintenant bien compris les enjeux qui sont très importants dans un contexte économique toujours plus resserré. C'est le premier qui dégaine qui a gagné. C'est une affaire de compétitivité aussi, oui, bien sûr, absolument. et de capacité à faire la différence, à se distinguer de ses concurrents sur son marché. Et c'est également, si vous me permettez, un excellent argument de recrutement. Également pour se distinguer sur son marché, attirer les nouveaux talents, y compris les jeunes aujourd'hui, qui sont extrêmement réceptifs à ces engagements-là, et non seulement les attirer, mais les retenir, et donc faire des économies aussi en termes de temps passé et de coûts dépensés sur le fait de trouver les ressources humaines pour faire fonctionner son organisation. Et très concrètement, l'un comme l'autre, parce que ce sont deux entreprises très différentes. Moi, je suis une entreprise, je viens vous voir. Là, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Comment on construit ça? Enfin, on commence par discuter qu'est-ce que c'est les choses pour l'organisation, l'entreprise particulière. Et par exemple, une entreprise de l'eau, c'est la pureté de l'eau, c'est une priorité parce qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de modes de travail. Il est nécessaire de parler avec la direction, etc. et connaître qu'est-ce que c'est on peut faire. Parce que ce n'est pas tout la même chose. Les organisations, c'est très, très divers et les possibilités d'améliorer l'impact
écologiques ou sociaux, c'est très, très divers aussi. Donc ça commence par un état des lieux finalement. J'allais dire assessment, mais je suis désolé pour le Macintosh, j'essaie d'éviter les anglicismes. Un état des lieux, c'est ça, un audit. Chez Corporate Engagement, ce qu'on tâche de faire, c'est d'abord du sur-mesure. La RSE, elle n'a de sens qu'à partir du moment où elle est pertinente en fonction de ce qu'est l'organisation, sa taille, son nombre d'employés, son secteur d'activité, ses marchés de présence, y compris géographiques. Donc on fait une espèce d'état des lieux, comme vous disiez, d'audit sur ce qu'est l'entreprise et surtout ce que sont les risques de l'entreprise. Là où elle a un potentiel négatif, d'impact négatif au niveau social, au niveau environnemental, sur son environnement local, mais également là où elle a un potentiel positif. Donc pour minimiser l'un, quand je dis minimiser, c'est pas le mettre sous le tapis, c'est réduire l'impact négatif, voire l'éradiquer, le résoudre complètement, et maximiser l'impact positif. Ça, c'est la première chose. L'audit, l'état des lieux. Le deuxième aspect de notre accompagnement, c'est la réflexion stratégique. Une fois que je sais qui je suis et en quoi la RSE a un lien avec moi, qu'est-ce que j'en fais et comment je m'y prends. Donc, c'est la stratégie et le plan d'action. Et puis, la troisième étape, c'est le mettre en œuvre et puis faire ce travail de reporting, c'est-à-dire rendre des comptes et dire ce que j'ai identifié comme priorité, ce que j'ai fait, risque prioritaire, avantage prioritaire, ce que j'en ai fait et ce qu'il en est. En fonction des... Nous travaillons sur la base des GRI, le standard international extrêmement reconnu, le plus adopté au monde. Donc, c'est un reporting cadré en fonction de ce cadre référentiel édicté. Pour la crédibilité. De concret, mais de sur-mesure. Oui, c'est-à-dire en fonction... Parce que ça s'applique, c'est modulaire. On ne va pas rentrer dans le détail peut-être du GRI aujourd'hui, mais c'est modulaire. Donc, on peut faire du spécifique, par contre, qui est, qui est conforme à un cadre référentiel qui délivre un label. Le Macintosh, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Oui, parce que c'est à propos, pourquoi le faire en Suisse et surtout à Genève? C'est parce que on a les organisations internationales qui formulent les standards pour le futur, etc. Ça, c'est très, très important pour faire les liaisons et le connaître. Et aussi parce que pour les entreprises domestiques, on a beaucoup de marques et aussi la finance durable. C'est très important comme externe. On doit expérimenter pour développer, pour maturer les fesses et créer une très effective solution. Oui, ça c'est intéressant, cette notion finalement de ricochet de la qualité. C'est-à-dire que si on fait bien en haut, forcément on fera bien en bas aussi. Alors, on a bien compris, c'est quelque chose de sur-mesure, mais est-ce qu'il y a quand même quelques éléments clés qu'on pourrait donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient mieux faire avant de venir vous voir? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, l'un comme l'autre, est-ce que vous avez des idées? Pour démarrer, vous voulez dire? Oui, alors... Bon, déjà, il faut faire ce qu'on appelle un peu son analyse des parties prenantes. Alors, derrière ce mot un petit peu technique, ce qu'on entend, c'est simplement regarder qui est en interaction avec son organisation, qui compte pour l'organisation, et qui compte veut dire sur qui ai-je un impact et quel impact, et qui a un impact sur moi. Donc, ça commence par les employés, comment je traite mes employés. Ça commence par pour une entreprise privée, les actionnaires, pour une ONG, c'est ses bailleurs de fonds. Comment j'entretiens mon relationnel avec les gens qui permettent à mon organisation de fonctionner financièrement. Et puis ensuite, je décline tout cela sur l'ensemble des interlocuteurs, à l'extérieur aussi, les fournisseurs, les clients, les bénéficiaires, si je suis dans le développement ou le non lucratif, etc., etc. Et là, on regarde exactement ce que sont également leurs attentes. Ça, c'est un concept absolument fondamental aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit plus de s'engager dans une démarche avec simplement son prisme très interne, mais il faut s'être donné la peine d'aller sonder ce que pensent les gens avec qui l'on travaille, de soi-même et de ses activités, et ce qui compte pour eux. Donc ça, ce serait, pour revenir à votre question, un conseil, tout simplement formaliser des choses qui peuvent se faire de manière très informelle, bien souvent, formaliser et systématiser des pratiques de dialogue.
dialogue avec ses salariés, clarifier les postes, clarifier les attentes d'entreprise, la stratégie, penser à ce qui est important pour leur bien-être au travail, qualité de vie au travail, etc. La même chose sur l'environnement, la même chose sur tout ce qui relève de l'éthique et la bonne gouvernance. Je prends des notes, c'est pour un ami. Paul McIntosh. Oui, c'est évidemment que comme une organisation qui s'appelle communication, on sait l'importance et surtout communication interne pour éduquer les gens, pour aligner, pour établir le dialogue. C'est absolument nécessaire parce que c'est une chose pour tout. Et l'importance sociale, c'est aussi dans la société interne. Pour aller plus loin, on pourra donc venir vous consulter directement. Paul McIntosh, senior consultant chez Capital Communication, et Marie-Gabrielle Cajoli. Je rappelle que vous avez fondé Corporate Engagement, ou alors on peut aller demain à la CCIG également, puisqu'il y a les rencontres du management durable, Nathalie Ardine. Effectivement, demain, sur le coup de midi, venez à la Chambre de commerce, boulevard du Théâtre numéro 4. Le thème de cette mini-conférence, et en tout cas bel échange qu'on aura entre des entreprises, c'est la RSE, l'attractivité RH. Madame Cajoli le disait tout à l'heure, de plus en plus d'employés cherchent du sens dans l'entreprise, et avec la pénurie de personnel que l'on connaît déjà et qui va s'accentuer, eh bien, les entreprises qui s'en sortiront le mieux, qui auront le plus de facilité à recruter, sont celles qui répondront aussi à ces attentes profondes qu'ont une partie des jeunes et moins jeunes qui sont sur le marché du travail. Exactement, et c'est vrai que les nouvelles générations bousculent également ces codes. Marie-Gabrielle Cajoli, Paul McIntosh, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci à mes invités encore une fois cette semaine en nombre pour avoir expliqué, décrypté les choses. On se retrouve non pas la semaine prochaine, on jeûne, mais dans 15 jours. Bien entendu, vous retrouvez cette émission quand vous le souhaitez sur onetv.ch. Merci également à Noah Sherman pour la réalisation vidéo de cette émission, Nicolas Grangier pour la préparation et à vous pour l'avoir suivi. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.